Grand angle consacré aujourd'hui à la situation à Gaza et plus largement dans la région. Nous recevons Cyril Payen, grand reporter à France 24, ancien correspondant à Jérusalem. Bienvenue sur le plateau du 64. Merci. Alors Cyril, on le voit, les combats se concentrent aujourd'hui beaucoup autour des hôpitaux de Gaza, on le disait à l'instant, notamment celui d'Al-Shifa. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 20 hôpitaux sont aujourd'hui hors de service à Gaza. Pourquoi ces hôpitaux sont au cœur du conflit entre Israël et le Hamas ? Parce qu'ils sont au cœur du narratif en fait qui oppose les deux belligérants, puisqu'on a effectivement assez peu d'informations. Al-Shifa, et c'est pas nouveau, ça fait de nombreuses années que Tsahal, l'armée israélienne et l'ensemble des services de renseignement militaire israéliens pensent que je rappelle que c'est le plus grand hôpital de Gaza, avec d'énormes structures et ressources, et patients, affirment que c'est en fait un des quartiers généraux le plus important et la logistique du Hamas. Donc on est narratif contre narratif. Beaucoup d'opérateurs humanitaires, de médecins qui ont travaillé pendant de nombreuses années. Je pense notamment à des étrangers qui ont pu quitter Gaza dès le début de l'offensive, disent nous on a travaillé pendant nos années. Ce n'est pas le cas, évidemment pas de commentaires du Hamas où ça sera des dénégations. Donc on est vraiment aussi dans l'autre volet de cette guerre moderne, outre sa brutalité, l'ensemble de ces lignes rouges qu'on a l'impression sur le plan sanitaire, humanitaire, médical qui sont franchies chaque jour un peu plus, puisqu'on voit quand même quelques images qui donnent froid dans le dos. Il s'agit quand même d'un centre hospitalier. On est quand même dans cette guerre d'opinion, de propagande, où l'armée israélienne continue d'avancer. Là, d'après les informations qu'on a, il y a un encerclement de ce quartier de Gaza City, la ville de Gaza, donc au nord de l'enclave, et Al-Shifa, cet hôpital qui est un énorme hôpital, encore une fois, est totalement encerclé par les chars israéliens. Il y a des snipers, des combats aussi. Donc effectivement, on peut comprendre quand même que une grande partie de la communauté internationale demande que cette ligne rouge ne soit pas franchie, mais là aussi, on a l'impression que cette offensive terrestre continue en violence, en brutalité et continue à marche forcée pour la conquête notamment de ces hôpitaux. Justement, est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse faire partie de la stratégie du Hamas de s'installer au niveau des hôpitaux ou peut-être dans les tunnels sous les hôpitaux pour pousser l'armée israélienne à frapper ces zones où se réfugient de nombreux civils ? C'est effectivement, ça fait partie de la stratégie du Hamas, de la branche armée du Hamas, du djihad islamique. On parle de 30 000 hommes d'un côté, plusieurs milliers de miliciens. Mais en fait, ça fait 17 ans, peut-être 20 ans qu'ils se préparent à mener l'armée israélienne dans ce piège, parce que c'est pas autre chose qu'un piège. On en a beaucoup parlé, ce labyrinthe de centaines de kilomètres de tunnels où sont encore une fois, ce qui affaiblit aussi la stratégie militaire de Tsahal, l'armée israélienne, la présence des otages, parce qu'ils sont certainement là dans ces tunnels. Mais effectivement, le djihad islamique et le Hamas se préparent à avoir fait venir Tsahal sur ces retranchements. Et on peut penser effectivement que dans ce dédale, dans ces souterrains, que certains vont à 60 mètres en profondeur, il peut y avoir effectivement de la logistique, des hommes, puisque tout ça a été largement préparé. La vraie question sur la stratégie militaire, et qui est cette question qui est sur la table de beaucoup d'experts militaires, qui est sur la table aussi d'un grand nombre de la société civile israélienne, c'est que n'y a-t-il pas une contradiction, en fait, en menant cette campagne extrêmement brutale, très très violente, qu'on peut parfaitement comprendre comme une réaction à l'horreur de l'attaque du 7 octobre en Israël perpétrée par le Hamas, mais une contradiction quand le Premier ministre Benjamin Netanyahou dit assez souvent aux otages et aux familles d'otages qui se plaignent, nous allons ramener nos otages à la maison. Il y a une forme de contradiction, mais, et là je réponds à votre question, est-ce que l'armée israélienne avait le choix ? Est-ce que tout cela finalement n'est pas un piège tendu par le Hamas à la grande tragédie à laquelle on assiste à Gaza depuis quelques jours ? Alors justement, pour revenir sur ces tunnels, qu'est-ce qu'on en sait précisément? Depuis combien de temps est-ce que le Hamas les construit? À quoi est-ce que ça ressemble à l'intérieur? Est-ce qu'ils sont alimentés en eau, en électricité? Est-ce qu'on a des informations sur ce point? Alors, je ne suis pas allé vérifier par moi-même, mais on sait que c'est un labyrinthe extrêmement important, très 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 bien organisé, avec des labyrinthes de sortie, des labyrinthes d'attaque. D'ailleurs, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes à l'offensive terrestre des forces spéciales israéliennes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des miliciens du Hamas ou du djihad islamique qui attendent terrer dans une tactique de guérilla, en fait, avec des tunnels qui ont un point d'entrée extrêmement petit et qui vont, par contre, extrêmement profondément, où des hommes
peuvent se terrer et lancer des attaques. Ça a été assez documenté puisqu'on l'a même vu sur des images même de l'armée israélienne de Tsahal. Mais encore une fois, tout cela, c'est une stratégie de combat de guérilla et d'avoir amené dans une situation presque impossible s'il ne s'agissait pas de la bande de Gaza et d'un contrôle militaire. On le voit, les communications sont coupées, parfois pendant plusieurs jours. La bande de Gaza est coupée du monde. Si ce n'était pas Gaza, ça serait absolument impossible parce qu'encore une fois, il y a deux belligérants, mais une tactique de guérilla urbaine que mène le Hamas. L'armée israélienne, elle a une cartographie de ces tunnels parce qu'effectivement, on comprend bien que l'idée, et elle le dit, c'est d'éliminer le Hamas. Ça passera effectivement par ces tunnels. Il va y avoir nécessairement des opérations de destruction de ces tunnels. Mais on imagine qu'il faut que cette armée israélienne, elle puisse les cartographier. Elle ne peut pas y aller à tâtons. Là aussi, c'est toute la question de comment est arrivé le 7 octobre. Y a-t-il eu, comme l'a dénoncé le Premier ministre Benyamin Netanyahou lui-même, une défaillance? Est-ce que c'est aussi sans doute une des conséquences de sa politique? On sait qu'il y avait moins d'attention portée au risque du Hamas. Enfin, c'est ce qui se dit dans les milieux du renseignement israélien. Oui, il y a eu une cartographie, mais on peut croire quand même que cette opération a été menée dans le plus grand secret. D'ailleurs, on pense que la branche politique du Hamas n'était pas nécessairement au courant, a été parfaitement préparé. Donc peut-être que la cartographie existe maintenant. Il y a aussi la question des otages. Où sont ces 240 otages? Puisque là aussi, les négociations pour leur libération n'avancent pas très vite. C'est un euphémisme. Donc en fait, on est revenu un peu au point mort dans cet état. Mais on voit la stratégie d'avancer par le nord, le centre, et puis un bloc plus maritime, et puis ces intenses bombardements. On voit bien que dans la stratégie militaire de Tsahal, de l'armée israélienne, ces tunnels, c'est la priorité. C'est aussi parce que l'ensemble des cadres des cadres du Hamas, notamment Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, citèrent certainement que ce soit sous des hôpitaux ou dans des lieux plus secrets, peut-être plus au centre ou au sud de Gaza. Mais alors justement, que serait le Hamas précisément sans ces tunnels? Est-ce que si ces tunnels venaient à être détruits, le Hamas perdrait tout avantage stratégique sur l'armée israélienne? Le Gaza, c'est bien connu. C'est avec le Hamas, les tunnels, c'est le métro de Gaza. C'est la ville sous la ville. C'est des hommes, sans doute, s'y terrent où ils vivent depuis des jours, voire des semaines, voire des mois. Ils sont prêts. Il y a des réserves, il y a de l'électricité, il y a des tunnels, donc je disais d'attaque, mais aussi de sortie. C'est par les tunnels aussi qu'on a pu rentrer. Il y avait énormément de contrebande en Égypte, au sud, mais aussi en Israël. Donc on a toute une vie qui a été organisée structurellement et tout Gaza, sous le règne du Hamas, donc depuis maintenant près de 17 ans, est organisé, structuré avec ces tunnels. Alors je voudrais qu'on parle également de la Cisjordanie, puisqu'en un mois, près de 180 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens. Alors ce sont des chiffres qui sont donnés par les autorités palestiniennes, qu'on ne peut évidemment pas vérifier. On a l'impression quand même qu'il y a finalement une opération parallèle menée par l'armée israélienne en Cisjordanie. Est-ce que c'est le cas? Oui, et puis c'est vraiment la définition de la poudrière du Proche-Orient qui se ramène d'ailleurs, et je fais un aparté, au bon souvenir comme un effet boomerang à l'ensemble de la communauté internationale, mais aussi les voisins, les pays régionaux, qui ont mis finalement sous le tapis, de côté la question non seulement du conflit israélo-palestinien, mais de la cause palestinienne aussi, pensant que finalement c'était assez subalterne. 70 ans de diplomatie s'étaient cassé les dents dessus, donc on n'allait pas en faire une priorité. Tout cela, ça revient en effet boomerang. Donc oui, une poudrière parce qu'il y a le front à Gaza, c'est 50 000 hommes de Tsahal, de l'armée israélienne qui sont mobilisés. Il y a le nord aussi avec le sud Liban et le nord d'Israël où c'est 65 000 hommes qui sont mobilisés avec les risques qu'on sait. Et puis, vous le disiez très justement, la Cisjordanie qui bouillonne avec un nombre incroyable, enfin du jamais vu depuis la dernière intifada de victimes, j'allais dire collatérales, non, puisqu'il y a des manifestations presque quotidiennes et l'avancée de violences perpétrées par l'armée israélienne, mais aussi par les colons de plus en plus agressifs. On a des images, c'est très très documenté, qui est en ligne directe avec la politique menée par l'aile droite du gouvernement de Benyamin Netanyahou, mais pas que. Il y a aussi un autre front, c'est en ça que c'est vraiment extrêmement dangereux, c'est aussi la question des Arabes israéliens qui sont dans C'est la question que j'allais vous poser justement. Vous avez été correspondant à Jérusalem. Aujourd'hui, les Arabes israéliens, les chrétiens, comment est-ce qu'ils vivent? Est-ce que vous avez, vous, toujours des contacts
Bien sûr, on a des contacts, mais la vie est extrêmement compliquée. On parle de zones comme Jérusalem-Est. Ce sont beaucoup des Arabes qui sont documentés, qui ont un passeport, une carte d'identité, mais qui ont des conditions de vie de plus en plus difficiles. Si on va plus au nord, dans le Alors Golan, à quoi justement ressemble leur quotidien à eh Jérusalem, bien, par une énorme exemple? pression, une énorme peur, puisqu'évidemment, ils ne sont pas très tendance, pas dans la tendance actuelle, où on voit bien un resserrement des mentalités. Dieu sait si ce conflit polarise, s'exporte, et évidemment, dans le pays, c'est compliqué. Donc, on parle de centaines de milliers de citoyens, des Druzes au nord, dans le Golan, mais aussi des Bédouins dans le sud, qui font l'objet bien de répressions quotidiennes, qui ne sont pas des répressions étatiques, pas encore sur le papier, mais on sent bien qu'ils ne sont pas défendus. Enfin, en tout cas, c'est les informations qu'on peut recevoir, notamment à Jérusalem-Est. Ils ne sont pas défendus ou soutenus comme devraient l'être des citoyens israéliens normaux. Alors je voudrais qu'on revienne également sur le volet politique. C'est vrai que Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, il semble n'écouter aucun appel international à la cessation des hostilités. Je le disais, Gaza est toujours coupé en deux. Selon vous, il y a une stratégie militaire derrière ça. Est-ce que les autorités israéliennes cherchent à réoccuper le nord de la bande de Gaza? Écoutez, Benyamin Netanyahou, qui, je le Il semble rappelle, être quand même dans une logique assez oui, jusqu'au boutiste. mais on sent quand même qu'il y a une forme de pression qui commence à marcher du côté de la communauté internationale, puisque même Benyamin Netanyahou, qui a les vents debout sur l'attaque de l'offensive, et justifié certainement pour se défendre de Gaza, avait parlé d'occupation, il a rétropédalé, donc personne n'est vraiment certain de ses intentions. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, son gouvernement ne gouverne pas en ce moment. Il a été rappelé alors d'ailleurs par les membres de son gouvernement, puisqu'il a, on le sait, créé un cabinet de guerre ad hoc avec des frères ennemis, mais des hommes assez qui se sont joints à ce cabinet de guerre, qui est en fait le seul cabinet qui fonctionne actuellement et qui est totalement dédié à cette offensive contre Gaza. Les intentions réelles de Benyamin Netanyahou, on sait très bien, et ce n'est pas un secret en Israël, qu'il vit aussi, il joue sa survie. Tant qu'il sera au pouvoir, il sera intouchable. Alors, ça irait beaucoup trop loin de penser que tout cela est sa stratégie, mais c'est un vieux dinosaure de la politique israélienne. Là aussi, c'est assez admirable de la part d'une partie de la société civile israélienne, c'est que, en dépit de la commotion, de l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a énormément de membres de la société civile qui disent que lui aussi fait partie du problème, lui aussi doit d'abord partir au préalable de toute forme de solution. Donc c'est assez intéressant, ce sont des heures extrêmement dangereuses, mais il y a encore énormément au-delà de l'émotion et de l'horreur qu'on peut vivre, beaucoup de dignité et de courage politique des deux côtés. Justement, sur le plan politique, est-ce qu'il a une vision à long terme de l'après-guerre, de l'après-élimination du Hamas, comme par exemple les États-Unis de leur côté ont dit et ont été assez clairs sur le sujet. Pour eux, l'autorité palestinienne doit revenir au pouvoir dans la bande de Gaza. Est-ce que ça, c'est une piste, par exemple, qui est envisagée par le gouvernement israélien? Est-ce qu'il y a une vision à long terme? Il n'y a pas de vision, il y a que des pistes, que des possibilités, mais on est Alors justement, extrêmement quels sont loin. les scénarios sur la table? Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question, puisqu'on ne sait pas dans quel état va être Gaza. Il y a un degré de destruction qui est absolument incroyable, abyssal, humainement aussi des pertes qui sont totalement inédites, un degré de violence d'une guerre presque conventionnelle qu'on n'imaginait pas, et en tout cas pas. Je pense à l'Ukraine, qu'on n'imaginait pas dans cette partie du monde, avec ce côté inflammable qu'on voit bien, ce conflit qui se mondialise, qui s'exporte. On voit les manifestations presque tous les jours dans le monde entier, les pour et les contre. C'est une question qui divise. Donc la stratégie à terme pour Gaza, on en est extrêmement loin, parce que déjà, il faudrait que les hôpitaux refonctionnent, il faudrait que ceux qui veulent fuir par Rafah, par le sud, puissent le faire. Aujourd'hui, ils en sont incapables et empêchés. Donc on est vraiment très très loin, je pense, de toute forme de stratégie. Quant à la stratégie de la communauté internationale sur l'après-Gaza, là aussi, on en est extrêmement loin, parce que ça va être extrêmement cacophonique, c'est certain. Et la stratégie militaire de l'armée israélienne, donc du Premier ministre Netanyahou, là aussi, on n'en connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants. Pour l'instant, c'est l'offensive totale, mais on peut dire dans certains cercles militaires que c'est aussi une absence de stratégie. On fonce et puis en gros, on verra après. Absence de stratégie, en tout cas probablement sur le long terme. Alors il y a évidemment la question de la solution à deux États qui est évoquée, qui revient sur le devant de la scène internationale. Est-ce qu'en Israël, il y a une unité politique sur le fait que cette solution à deux États n'a pas lieu d'être? Il n'y a plus d'unité politique en Israël. Aujourd'hui, il y a un front
je dirais, un front commun de façade derrière l'horreur et la commotion de ce qui s'est passé avec l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, on le comprend, mais derrière, le pays semble un peu perdu. À l'image, en fait, il est héritier aussi de mois de manifestations contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Je reviens à ce que fait très courageusement la société civile. Donc la solution à deux États, de toute façon, elle était reléguée un peu comme l'était la question palestinienne, la question même du conflit israélo-palestinien reléguée à finalement des arbitrages beaucoup moins prioritaires. Donc on a aussi, il n'y a pas du tout d'unité, mais ce n'est même plus aujourd'hui la question, parce qu'on sent vraiment qu'on est rentré dans une période d'inflammabilité extrêmement importante et qui risque d'enflammer non seulement, évidemment, on le voit en ce moment, Gaza, mais aussi Israël. Merci beaucoup Cyril Payen, grand Merci. reporter à France 24. Merci d'avoir répondu à nos questions.